Hop, bonjour, pour les élèves de troisième, deuxième vidéo. Cette fois-ci, on va se concentrer sur tous les exercices que je vous ai donnés ici, tous les problèmes. Donc il y en a quand même quelques-uns, il y en a 8. Bon, on va les faire ensemble. Donc toujours pareil, hein, comme avant, si vous avez des questions dans les commentaires, vous n'hésitez pas, j'y répondrai. Ce que je ferai, c'est que je vous laisserai 2 jours à peu près pour pouvoir tranquillement les revoir si vous avez des soucis et je vous donnerai le travail qu'il faudra me rendre pour la rentrée le mercredi. Donc le mercredi, je vous enverrai un message à tous et je vous dirai, ben voilà, il y a quelques exercices. J'en mettrai pas beaucoup, j'en mettrai pas autant. J'en mettrai 3, peut-être 4 grammes maximum et vous me rendrez ça à la rentrée. Bref, ça, je vais vous rappeler sur Pronote, vous inquiétez pas. Alors on y va, on va commencer par le 35. Alors le 35, qu'est-ce que c'était? C'était le coffre-fort. Alors je lis vite fait. Un coffre-fort est protégé par une combinaison de 3 chiffres parmi 1, 2 et 3. D'accord, donc on a le 35, vite fait. Donc on a le 1, on a le 2, on a le 3. Ouais. Chaque chiffre peut être utilisé plusieurs fois. D'accord, donc je peux avoir des combinaisons de genre 1, 2, 2, 3, des choses comme ça. Ok. Combien y a-t-il de combinaisons possibles? Alors, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous faites la méthode de brut. Vous faites toutes les combinaisons possibles. Je vous donne un exemple de comment on le fait. Vous commencez avec le même chiffre tout le temps. 1, 1, 1. Vous continuez toujours avec les deux mêmes chiffres de départ, puis vous en modifiez juste le dernier. Vous refaites. Quand vous avez épuisé toutes les possibilités ici, vous allez changer ici. Puis, vous ne changez toujours pas. Les deux premiers, vous changez que le dernier. Et vous allez voir que si on fait ça, ben, vous pouvez avoir déjà un bon nombre de possibilités. Le problème, c'est que vous voyez que c'est super long, quoi. C'est super long. Et là, pour l'instant, j'ai fait l'ensemble des possibilités sans toucher le premier chiffre qui était ici. D'accord? Alors, regardez bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en a 9. À mon avis, cette séquence-là que je fais là, des deux chiffres ici, elle va se répéter, que je mette un 2 ou que je mette un 3. Donc j'ai 3 fois ce nombre de possibilités là, j'en ai 3 fois 9, j'en ai 27 au total. D'accord? Si je remplace mon 1 ici par 2 ou par 3, ben, j'ai bien le même ensemble de possibilités là. Donc j'en ai 3 fois 9, donc j'en ai 27. Ça, c'est la première façon de faire. Bon, il y a une autre façon de le voir, un petit peu différente. C'est avec les arbres de proba. Hop. C'est comme un tirage à 3 épreuves. La première fois, vous avez quoi? Ben, soit vous prenez le 1, soit vous prenez le 2, soit vous prenez le 3. D'accord? Mais en fait, ça, si je veux, je peux le refaire. Le deuxième chiffre, soit c'est un 1, soit c'est un 2, soit c'est un 3. Pareil pour ici, 1, 2, 3. Pareil pour ici, 1, 2, 3. Et quand je fais mon troisième chiffre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2 et 3. Et vous comptez le nombre total de bras. En fait, vous savez qu'ici, il y en a 3. Ici, vous en avez 3 fois plus, donc 9. Ici, vous en avez encore 3 fois plus, donc 27. Donc, à la première question, combien il y a de possibilités? Il y a 27 possibilités, 27 combinaisons. Vous dites ça comme vous le souhaitez. Donc plusieurs façons de l'expliquer, on peut le passer par un arbre, on peut lister. Moi je conseille de passer par un arbre. On peut très bien faire un arbre comme ça, et aller beaucoup plus vite ici en disant que c'est exactement la même chose. Voilà. 2. Quelle est la probabilité que la combinaison qui ouvre le coffre soit 321? Dans la probabilité que notre code ce soit 321. Comment on fait ça? Quand je mets entre guillemets 3, 2, 1, normalement je devrais marquer entre guillemets 3, 2, 1, 2 points,
la combinaison est 321. Je devrais marquer ça. Là, je vous le dis à l'oral, elle met entre guillemets 321, c'est l'événement, j'ai la combinaison 321. Alors, comment on fait pour calculer ça? 321, si vous vous rappelez bien, c'est une combinaison. Il n'y a que cette combinaison-là qui peut me donner un 3-2. D'accord? Puisque là, l'ordre compte. Combien j'ai de combinaisons au total? J'en ai 27. D'accord? Donc, forcément, la probabilité d'avoir mon 321, c'est 1 sur 27. Le nombre d'issues qui réalisent cet événement divisé par le nombre d'issues qu'il y a au total. Et le 3, quelle est la probabilité qu'elle soit inférieure à 213? Ah, c'est plus compliqué. Petit b, 2 points, la combinaison, je vais le marquer carrément. La combinaison est inférieure strictement ou pas? Ah, il ne précise pas. Ok. Alors, si c'est pas précisé, en général, c'est que c'est quand même strict. D'accord? Ça, il faut bien y penser. Si vraiment c'était inférieur ou égal, on le préciserait. Donc, on va considérer que c'est strictement inférieur à 213. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer P de B? Eh bien, il faut savoir le nombre d'issues qui réalisent l'événement la combinaison est inférieure à 213, divisé par le nombre d'issues qu'il y a au total, c'est-à-dire 27. Alors, combien il y a de combinaisons qui est inférieure à 213? On peut les compter, on peut aller un petit peu plus vite. Regardez, est-ce que cette partie de l'arbre, par exemple, va nous être utile? Non, non, pourquoi? Parce qu'en fait, le premier chiffre que vous tirez ici, ce sont les centaines. Le deuxième, ce sont les dizaines. Le troisième, ce sont les unités. Donc, toute cette partie-là de l'arbre, vous vous en fichez. Et il y avait combien de possibilités ici? Vous en avez 9. Déjà, il y en a 9 de moins. Ok. 213, sur la 20, 213 est ici. 200. Et votre 13, il est là. D'accord? Donc, en fait, toute cette partie-là, on n'en veut pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est les 220 et quelques et les 230 et quelques. C'est trop grand. Vous en avez 6 de plus. Donc ici, vous en avez 6. Ici, vous en avez 9. Ok, on aura 213. 2, 1, 3. Et on a dit qu'on ne le prenait pas. Quand j'ai dit inférieur, c'est comme si c'était un inférieur strict. Et lui, je ne le prends pas. Donc, j'en prends pas 9, j'en prends pas 1, j'en prends pas 6, donc j'en prends pas 16. 27 moins 16, ça fait 11. Il n'y en a que 11 au total qui vérifient mon événement, qui réalisent mon événement. Donc la probabilité, c'est 11 sur 27. Monsieur, on peut la redire cette fraction? Non, non. Pourquoi, monsieur? Parce que le 11, je sais que c'est un nombre premier, d'accord? Et je sais que lui, de toute façon, il n'est pas là, il n'est pas à la table de 11. Je sais que c'est pas un nombre premier. C'est mort, je sais que ça, c'est pas irréductible. Et puis, je sais que, par exemple, que ça, c'est irréductible. Donc, probabilité, c'est 11 27e. Monsieur, je tape à la calculatrice, j'ai trouvé un nombre décimal avec tout un tas de chiffres après la virgule. Laissez la valeur exacte. D'accord? On ne vous dira jamais rien, sauf si c'est spécifié, qu'il faut donner une valeur décimale, qu'il faut revenir. Mais sinon, laissez votre valeur exacte. La probabilité, la probabilité d'avoir une combinaison inférieure à 213 est de 11/27. Si vous marquez comme ça, pour l'instant, moi ça me va. Et je crois que c'était tout. Je descends un petit peu ma souris, mais normalement, c'était tout. Alors ensuite, il y avait l'exercice 36. Hop, exercice 36. Donc on a fait 35. On y va pour le 36. 36, qu'est-ce que c'était? C'était sur une grille de loto. Camille coche le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Ah oui, je l'aime beaucoup celui-là. Celui-là, c'est le genre d'exercice de proba que j'aime beaucoup. Alors, je fais un petit peu de place. Et on va faire ça. Alors, donc on l'a refait. On a une grille de loto, on coche le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Son frère Jérémy lui dit qu'elle a aucune chance de gagner, avec des numéros consécutifs, et il coche 3, 7, 19, 43 et 46. Donc, on l'a refait. Jérémy, c'est... Hop. Et on est à l'exercice 36. Jérémy, donc, il coche, on a dit 3, 4, c'est 3, 7, 19, 43, 46. 3,
7, 19, 43, 46. Et Camille, elle va cocher plutôt du 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et donc on a Jérémy, il n'est pas content, il dit non, mais pas n'importe quoi, tu n'as pas gagné, c'est des numéros consécutifs, il n'y a aucune chance que ça sorte comparé à moi, quoi. Grosso modo, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce truc-là? Moi, je vous le dis tout de suite, Jérémy, il raconte n'importe quoi. Monsieur, pourquoi? En fait, il peut vous dire, oui, attendez, que j'ai 5 nombres qui sortent et qui soient consécutifs, c'est rare. Dit comme ça, oui, c'est vrai, vous avez plus de chances que 5 chiffres tombent dans entre guillemets, le désordre que dans l'ordre. Ça, je suis entièrement d'accord. Là, c'est pas la question. Là, c'est se dire, qu'est-ce qui est le plus probable, ça ou ça? Ça a la même probabilité d'arriver, en fait. D'accord? C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Il y a autant de chances d'avoir cette combinaison-là que d'avoir cette combinaison-là exactement. Vous voyez la différence ou pas? D'accord? Ce que Jérémy dit, lui, à Camille, c'est j'ai plus de chances que mon truc sorte parce que ton truc à toi, il est dans l'ordre, le mien, il est dans le désordre. Il est là. Mais ce n'est pas les mêmes événements que ce qu'on regarde ici, là. D'accord? Si je considère l'événement, le tirage va être dans l'ordre ou le tirage va être dans le désordre, vous regardez toutes les possibilités que le tirage soit dans l'ordre, puis vous regardez toutes les possibilités que votre tirage soit dans le désordre. Évidemment, il y a beaucoup plus de chances que ce soit dans le désordre que ce soit dans l'ordre. Ça, oui. Mais là, je regarde un tirage en particulier. Je regarde une combinaison en particulier. Faire 5, 6, 7, 8, 9, ça a les mêmes chances que de faire 3, 7, 19, 43, 46. C'est la même. D'accord? L'idée, elle est là. Parce que quoi, monsieur? En fait, vous tirez combien? 1, 2, 3, 4, 5, vous tirez 5 nombres à chaque fois. D'accord? Vous tirez 5 nombres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Premier tirage, vous avez une chance. Alors, si je vous dis comment on fait pour trouver ça, on imagine qu'il y a combien de numéros au loto? Je ne sais même pas combien il y en a. On imagine qu'il y en ait 65. Au premier tirage, pour avoir un chiffre en particulier, parce que c'est ce qu'on fait, vous allez avoir une chance sur 65 de le tirer. Au deuxième, vous allez avoir une chance sur 64, parce que vous en avez un. En fait, votre chance d'avoir une combinaison au loto, s'il y avait 65 possibilités, 65 boulettes, ce serait ça. Alors, je ne sais pas si c'est 65. Mais bon, si y en avait 50, vous ferez 1 sur 50, fois 1 sur 49, fois 1 sur 48, etc. etc. Et en fait, la chance que Camille, ça tombe dans cet ordre-là, c'est ça. Et la chance que Jérémy, ça tombe dans cet ordre-là, c'est ça aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que pour tirer le 5, vous avez une chance de 65. Pour tirer le 6, vous avez une chance de 64, etc. etc. C'est exactement la même chose. Donc là, si vous vouliez, vous, comment dire ça, l'argumenter sans passer par ça, parce que c'est ce qu'il faudrait faire, il faudrait dire que ça, c'est une combinaison possible, et ça, c'est aussi une combinaison possible, et que quand on joue l'auto, toutes les combinaisons, d'accord, qui sont en fait et c'est dans l'ordre, il faut compter que c'est dans l'ordre, si vous comptez toutes les combinaisons possibles avec prise en compte de l'ordre, eh bien, toutes vos issues ont les mêmes chances d'apparaître. Vous êtes dans une situation d'équiprobabilité. D'accord? L'idée elle est là. Bon, du coup, si vous êtes dans une situation d'équiprobabilité, la chance d'avoir ce tirage-là ou ce tirage-là, c'est la même. D'accord? Donc voilà, donc jouez ça ou jouez ça, vous avez la même chance de l'avoir. C'est quelque chose d'un peu contre-intuitif, ça je le comprends très bien, mais pour le coup, c'est vrai, quoi. C'est vrai. Donc voilà. Ça, c'est pour le 36. Si vous voulez vous en persuader, on pourrait le faire avec quelque chose d'un petit peu plus petit. Imaginez que vous avez une urne en fait, et vous avez quatre nombres dedans. Je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et on va tirer des boules. D'accord? Les 4. Moi, je vous parie que c'est le 1, le 2, le 3 et le 4 qui vont sortir. Ok?
Et puis il y a quelqu'un d'autre, je sais pas, Ethan me dit, ah non, monsieur, moi je vous parie que ça va être 2, 4, 3, et puis 1, et puis je vous parie que moi ça va marcher parce que vous êtes dans l'ordre alors que moi je suis dans le désordre, donc j'ai plus de chances que ça arrive. Ben non, en fait, si vous listez les possibilités de ce truc-là, là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous avez, j'ai bien dit, si on prend en compte l'ordre, hein, d'accord? Qu'est-ce que vous avez comme possibilité? Ben, vous avez 1, 2, 3, 4, ouais, après vous avez 1, 2, vous avez 2, 4, 3, 1. Alors attendez, il faudrait toutes les lister là. Alors on va les lister. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 1, 2, puis après j'ai un 4, 3. Et après je peux continuer comme ça. J'ai un 1, alors j'ai fait avec mon 2, donc maintenant il faut que je fasse avec 3, puis 1, 3, 2, 4, puis j'ai 1, 3, puis 4, puis 2. Qu'est-ce que j'ai fait avec le 2? J'ai fait avec le 3, maintenant il faudrait que je le fasse avec le 4. 1, 4, 3, 2, puis 1, 4, 2, 3. Donc là, je l'ai fait avec mon 1. Maintenant, après, il faudrait que je le fasse avec le 2. Puis après, il faudrait que je le fasse avec le 3. Puis après, il faudrait que je le fasse avec le 4. Donc, ça fait 3, 6. Normalement, j'ai 24 possibilités au total. Si je prends en compte l'ordre, d'accord? Si je prends en compte l'ordre, j'ai 24 possibilités au total. Mais monsieur, il n'y a pas une autre façon de le faire plus rapidement. Si le premier tour, vous avez combien de choix possibles? Vous avez 4 choix. Le deuxième tour, vous n'avez plus que 3 choix. Le troisième tour, vous n'avez plus que 2 choix. Et le dernier tour, vous n'avez plus qu'un seul choix. Donc 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Vous avez quand même 24 possibilités. Ben, vous marquez quoi? 1, 2, 3, 4, c'est une possibilité en particulier. Et 2, 4, 3, 1, ce sera aussi une possibilité en particulier. Donc une chance sur 24 d'avoir ça et une chance sur 24 d'avoir ça. Peu importe que ce soit dans l'ordre ou pas dans l'ordre en fait. D'accord, c'est une combinaison particulière. Donc si vous le comprenez avec ça, vous pouvez le comprendre avec beaucoup plus de bouts ou de cases sur une grille. Voilà. Après j'avais mis, attendez, j'ai fait le 36, donc on a le 37. Alors le 37, c'est plus ce que c'était. Hop, on va descendre. Ah oui, dans le 37, c'était un exercice du brevet. Hop. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le 37? On nous dit, j'ai une classe de troisième constituée de 25 élèves. Certains sont externes, les autres sont demi-pensionnaires. Recopier et compléter le tableau. Donc vous avez garçon, fille total. Ok, donc je vais mettre G pour garçon, F pour fille. Ici j'ai le total. Et après j'ai quoi? Externe de l'IP total. Externe. Ok. J'ai mon tableau. Donc on a 3, 9, 11, 25. 3, 9, 11 et 25, c'était en bas à droite. Ouais. Voilà, première question, il faut compléter le tableau. Bon, vous avez le total, c'est 14. Parce que vous avez compris. Vous avez le total, c'est 20. Ah ben, si vous avez le total et que vous en avez un des deux, vous avez forcément le dernier, c'est 5. Il y en a 3, donc forcément ici, il n'y en a que 2. Si j'en ai 2 et 9, ça fait 11. Je vérifie vite fait. 11 et 14, ça fait bien 25. Voilà, vous complétez votre tableau. Ouais, ça, honnêtement, je pense que vous avez dû y arriver. C'était pas la question dure. Hein. Bon, alors on regarde la deuxième question. On choisit un élève au hasard. Ok, donc vous avez 25 élèves. Hein. Je vous rappelle, hein, vous avez 25 élèves au total. Choisis un élève au hasard. Quelle est la probabilité que cet élève soit une fille? Autrement dit, si j'appelle l'élève, voilà.
Vraiment, je devrais le noter à chaque fois. Être une fille. Hop, c'est mon événement F. Bon, ben, quelle est la probabilité d'avoir F? Combien vous avez de filles au total? Les filles, au total, il y en a 14. Combien vous avez d'élèves au total? Ben, vous en avez 25. Donc si je prenais un élève au hasard, la chance que ce soit une fille, la chance serait de 14/25. Au passage, ça c'est 2 fois 7, ça c'est 5 fois 5, donc c'est pas réductible, donc je suis obligé de le laisser comme ça. Je suppose qu'il devait y avoir une autre question, parce que là, ça paraît être des questions faciles. Oui, vous avez deux autres questions. Alors on a, quelle est la probabilité que cet élève soit externe? Hop, je marque E, être externe. Et bon, on y va, on va calculer P de E. Bon, d'ailleurs, vu que, non, j'ai pas besoin de mettre les guillemets, là, parce que, hop, j'ai bien mis ma définition ici, donc je peux la laisser comme ça. Combien j'ai d'élèves externes? Moi, j'en ai 5. Le tout sur 25. Pourquoi? Parce que quand je vais choisir une personne au hasard, je sais que je vais être dans une situation d'équiprobabilité. Il n'y a pas de raison que je prenne un élève par rapport à un autre. D'accord? Donc, quand on est dans une situation d'équiprobabilité, on aura le nombre d'issues qui réalisent notre événement, on le divise par le nombre d'issues au total et c'est gagné. 5 sur 25 au passage, ça par contre on peut le dire. C'est un cinquième. Et puis on aura la question 4. Ah, la question 4, qu'est-ce que c'est? Si cet élève est demi-pensionnaire, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Alors celle-là, la question, elle est vraiment intéressante. Elle est intéressante parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on nous dit. On nous dit si cet élève est demi-pensionnaire. C'est-à-dire que c'est une information que l'on sait. D'accord? On suppose qu'on l'a dit. Il est forcément demi-pensionnaire. Mais s'il est forcément demi-pensionnaire, cet élève, vous vous intéressez à combien d'élèves? Vous vous intéressez qu'à 20 élèves. D'accord? C'est sûr. Vous n'allez pas vous intéresser aux 5 autres élèves qui sont externes. Vous savez qu'il est demi-P. D'accord? Vous savez qu'il est demi-P, c'est sûr. Donc forcément, je m'intéresse aussi à ces 20 élèves-là. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Je regarde combien il y a de garçons chez les demi-P. Il y en a 9. Donc, si j'appelle je ne vais pas l'appeler P de G parce que ce serait un peu tendancieux. Je vais l'appeler, je vais l'appeler A, de point. C'est être un garçon, sachant qu'on est demi-pensionnaire. Mais la probabilité de ce truc-là, c'est quoi? Ça va être, donc, je suis un garçon. Il y en a 9 parmi les 20. Voilà. D'accord? Alors, c'est là où il faut faire super attention. Vous voyez, il y a la plaine, techniquement, ils se sont dit, attendez, monsieur, on a 9 demi... on en a 9 demi-pensionnaires garçons sur les 25 au total. Non, non, faire attention, quoi. On sait qu'on est demi-P. On est forcément demi-P. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai bien raisonné? Parce que même moi, je peux me faire avoir sur ça. Je la refais. Votre élève, il est demi-pensionnaire. Je suis en train de raconter n'importe quoi. Non, non. Non, ça va. Non, ça va. Mon élève est forcément demi-pensionnaire. Donc forcément, je n'ai plus qu'un choix qui est restreint sur les 20 élèves. Quelle est une chance que ce soit un garçon? C'est les 9 qui sont là, donc 9 sur 20. Voilà. Alors je vous dis pourquoi moi, j'ai toujours pas retombé sur ce truc-là. Ce que vous faites ici, c'est quelque chose qu'on voit au lycée, techniquement, différemment, on appelle ça des probabilités conditionnelles. Et très souvent, moi j'ai eu l'habitude de les représenter sous forme d'arbre et pas du tout sous forme de tableau. C'est pour ça que c'est pas, ça m'est pas naturel de raisonner comme ça. Mais la réponse est ça, c'est sûr et certain. Je prends les 20 élèves qui sont de IP parce qu'on me le dit, donc forcément je ne vais pas prendre ceux qui sont externes. Et puis la probabilité d'être un garçon sachant qu'on est de l'IP, il y en a 9 parmi les 20, 9 sur 20, et c'est pas réductible, on doit le laisser comme ça. Voilà, et je crois que c'était la dernière question de cet exercice.
Donc, dernière question, pas évidente. Il fallait bien voir le sachant que. D'accord. Le si cet élève est demi-pensionnaire, c'est sachant qu'il est demi-pensionnaire. Faut vraiment le voir comme ça. Au passage, j'ai fait le 37, maintenant je suis au 41, 42, 44, 45, 46. Alors on y va, je descends un petit peu mes exercices. Et on y arrive. Hop là. Le 41, c'est la fameuse association sportive. Hop. Alors, je vais passer ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La section football compte 70% de garçons et 60 filles. Je me marquais moi tout ça là, parce que là il n'y a pas de tableau. Quand il n'y a pas de tableau, essayez de marquer les informations au fur et à mesure, ou alors vous les surlignez. Moi j'ai pas les surlignés sur mon écran, je les ai marqués. J'ai 70% de garçons. Ok. Et on vous dit qu'il y a 60 filles. Alors faites gaffe, hein. C'est 70% de garçons, ça veut pas dire qu'il y en a 70 de garçons. Si il y avait 100 personnes, oui, le problème c'est que s'il y avait 60 filles, il y aurait un souci avec 100 personnes. Donc faites gaffe, là j'ai un pourcentage, là j'ai un nombre vraiment de personnes que je peux compter. On fait gaffe à ça. La section judo compte 54 filles sur un total de 120. Ou sachant que ça c'était le foot. Ok. Donc maintenant on va faire le judo. Alors le judo c'était 54 filles sur 120. Ouais. Non. 120 personnes au total. Ok. Les filles représentent la moitié de l'effectif de la section basket. Ouais, ok. Basket, c'est 50% de filles. Et donc forcément 50% de garçons. Ok. Qui compte 110 personnes. Ok, il y a 60 garçons et 30 filles de la section handball. Et on fait le hand. Donc le hand, je répète, j'étais 60 et 30. Ok. Ah, c'est un peu pénible à tout écrire, mais après, vous allez voir que c'est des calculs qui sont très faciles à réaliser. Petite heure, on nous dit, on sélectionne une personne au hasard dans chaque section. Quelle est la probabilité que ce soit une fille donnée, si nécessaire, l'arrondi au centième? Ok, alors je vais reprendre la question. On sélectionne une personne au hasard dans chaque section. Ouais. Quelle est la probabilité que ce soit une fille? Alors la question, moi, là, comme ça, je la conçois de plusieurs façons. C'est est-ce qu'il faut faire la probabilité pour chacune des sections? Et regarder pour ces quatre-là, chaque fois, quelle chance on a que ce soit une fille. Donc, voilà, la deuxième façon de le comprendre, telle que moi j'ai comprise au départ, c'est que ce soit une fille à chaque fois pour les quatre sections. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Quand je le lis, sélectionne une personne au hasard dans chaque section, quelle est la probabilité que ce soit une fille, c'est quelle est la probabilité que j'ai une fille quand je prends la section foot, d'appui la section judo, puis j'aurai la probabilité pour la section basket, puis la probabilité de la section handball. Bon, on y va. Ça c'est facile. On va le faire pour le foot. On est d'accord que si on prend une personne au hasard, j'ai pas plus de chances de prendre une personne par rapport à une autre, d'accord? C'est fait complètement au hasard. Donc, si on est dans une situation d'équiprobabilité, hein, d'accord? C'est-à-dire que si j'ai, je sais pas moi, 80 personnes, ben, j'ai une chance sur 80 d'obtenir une personne en particulier. Ok. Alors ici, pour le foot,
Ah, monsieur, on a 60 filles, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas le nombre total de personnes qu'on a. Ouais, vous savez, vous avez 70 par garçon. Si vous avez 70 garçons, vous avez 30% de filles. D'accord? Bah, si vous avez 30% de filles, forcément, la probabilité d'être une fille, quand on vous prend au hasard, bah, c'est 30%. C'est-à-dire 0,3. C'est juste ça. Monsieur, j'ai pas compris. Bah, si vous avez 70% de garçons, 30% de filles, d'accord? La chance d'être un garçon, si on vous prend au hasard, c'est 70%. Forcément. Ok, ça pose pas de problème, ça. C'est comme si vous disiez, vous avez 10 personnes dans la section foot, vous avez 7 garçons, 3 filles, c'est bien 70% de garçons, 30% de filles. Quelle est la chance d'être un garçon si on vous prend au hasard? Eh bien, vous avez 7 chances sur 10, 70%. Quoi. Là, c'est exactement pareil. En fait, on vous les donne, entre guillemets, tout de suite. Pour l'exception judo, c'est quoi la probabilité d'être une fille si on prend une personne au hasard? Vous avez 54 filles, vous avez 120 personnes au total. Ben, vous avez 54 issues possibles sur les 120 qu'il y a au total. Donc 54 sur 120. Alors ça, on pourrait le simplifier un petit peu. C'est divisible par 2, c'est divisible par 3, donc c'est divisible par 6, 9, 20e. Voilà, votre probabilité, c'est 9 20e ici. Pour le basket, pour le basket, c'est encore plus simple. Bah, c'est 50%. Vous avez 50%, c'est sûr et certain. P de F, c'est 50%, donc c'est un demi. Oh, monsieur, vous avez fait comment? J'ai 50% de filles. La probabilité d'apprendre une fille au hasard, bah, c'est 50%. Et 50%, on sait que c'est un demi. Monsieur, moi j'aime bien quand on fait le nombre d'issues qui rallie la langue sur le nombre d'issues total. Bah, si tu veux, tu as 110 personnes au total, 50% de filles, ça fait 55, donc on fait 55 sur 110, et 55 sur 110, bah, ça fait toujours un demi, c'est pareil. Et on finit avec le hand. Alors là, je vais vous dire une petite erreur que feront des élèves. Ils vont se dire, il y en a 60, il y en a 30, il y en a 2 fois plus de garçons, donc la probabilité d'être une fille, c'est une chance sur 2. Il y en a, ils vont raisonner comme ça. Non. Vous en avez 60, vous en avez 30, donc vous en avez 90 au total, donc 30 sur 90. Et ça, c'est quoi? C'est un tiers. Vous avez 30 issues qui sont je suis une fille, sur 60 plus 30 issues, c'est-à-dire 90 au total. Je supprime les 0, 3 sur 9, c'est un tiers. Donc une chance sur 3. Et voilà, là on a répondu à la question 1. Alors celui-ci, le plus embêtant en fait, c'est d'écrire toutes les données. Après, le calcul des probas, ça se fait vraiment tout seul. J'ai pas tout à fait répondu à ma question. Donner si nécessaire l'arrondi au centième. Donc ici, on s'attend à ce qu'on ait une proba sous forme décimale. Alors ici, je l'ai donné. Ici, je vais le donner aussi, c'est 0,5. 9 vingtièmes, je vais vous le donner aussi. C'est 0,9 divisé par 2, ça fait 0,45. Et un tiers c'est 0,33333 jusqu'à l'infini. Si je fais un arrondi au centième, c'est environ 0,33. Centième, deuxième chiffre après la virgule. Et là, c'est bon, je suis content. J'ai bien donné mes résultats sous forme décimale, comme c'était sous-entendu. Alors là, pour le coup, c'est pas évident parce qu'ils auraient dû dire on donnera le résultat sous forme décimale, puis ensuite, entre parenthèses, ils auraient dû préciser donner, si nécessaire, l'arrondi au centième. Voilà. Mais sinon, vous aurez pu laisser, enfin, si c'est pas tellement précisé, vous laissez sous forme fractionnaire, il n'y a pas de souci. Question 2. Sachant que chaque personne de l'association est inscrite dans une seule et unique section, ouais, combien y a-t-il d'adhérents, toutes sections confondues? Ok, bon. Je vais effacer ce que j'ai fait là, je vais laisser mon truc qui est là. Hop. Alors, je reprends.
On veut savoir le nombre de personnes qu'il y a au total dans les 4 sections. Sachant que, on vous dit que si vous êtes dans la section basket, vous ne pouvez pas être dans la section hand, judo ou foot. Hein, si vous êtes dans une section, vous ne pouvez pas être dans les autres. Ok, donc il faut savoir le nombre de personnes qu'il y a dans le foot, dans le judo, dans le hand et dans le basket. Alors, il y en a qui sont faciles. Dans le judo, vous avez 120 personnes au total. Dans le hand, ça va se faire très très vite, vous avez 90 personnes au total. D'accord? Attendez, j'ai mon écran qui s'est éteint. Hop là. Donc, au judo, vous avez 90 personnes au total. Au basket, vous avez 110 personnes au total. Vous avez le total, vous avez le total, vous avez le total. Ah, le problème, il est là. Ici, vous n'avez pas le total. Donc, on fait comment? On fait comment pour déterminer ça? On fait comment pour déterminer ça? Est-ce que j'ai loupé une info? La section foot compte 70% de garçons et 60 filles. Ouais, ok. Alors celui-ci, au premier abord, comme ça, c'est pas plus évident. Vous voyez, moi, il m'a fallu quelques secondes pour me dire, attendez, je fais ça comment? Vous êtes d'accord qu'on a dit qu'il y avait, pour la section foot, si à 70% de garçons, vous avez 30% de filles. D'accord? C'est-à-dire que si, alors moi je vous dis comment moi je raisonne. Pour moi, je regarde le total, c'est ce que je ne connais pas. Je vais dire qu'il y a X personnes au total. C'est vrai, hein, le nombre de personnes qui est au total, je ne connais pas. Je l'appelle X. On ne connaît pas les trucs, en général, on leur donne une lettre. Et je sais que si je fais 30% de X, ça va me donner quoi? Ben, ça va me donner 60. 30% du total, ben, c'est forcément les 60 filles qui sont là. Ben, ça, c'est une équation en fait. 30% de X, c'est 60. Bon, ben, il faut résoudre ça. Comme on avait vu en quatrième, j'ai un coefficient multiplicateur devant mon X. Pour le virer, je fais quoi? Ben, je vais diviser. Je divise par quoi? Je divise par 30 sur 100. Au passage, il est là, le égal. Et là, on se souvient de la fameuse règle, parce que moi, j'ai pas envie de le faire à la calculatrice. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. 60 divisé par 30, ça fait 2, donc il y a 200 personnes au total. Hop. Vous avez 200 personnes pour le foot. Mais monsieur, on pourrait vérifier? Ouais, on peut vérifier. Tu prends 30% de 200, ça fait 60. Donc 200 fois 30%, 200 fois 30, ça fait 6000, divisé par 100, ça fait 60. Donc ouais, c'est bon, c'est bien 200 personnes. Et nous, on voulait quoi? On voulait le nombre total de personnes. Alors, le total, toute section, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les 200 personnes du foot, plus les 110 personnes du basket, plus les 120 personnes du judo, plus les 90 personnes du hand. 90 et 110, ça fait 200, plus 200, ça fait 400, plus 120, ça fait 520. Il y a 520 personnes au total sur les sections. Monsieur, j'ai pas envie de passer par les équations, j'ai rien compris, je sais pas comment on fait. Bon. Est-ce qu'il y avait une autre façon de s'en sortir? Oui, on pouvait encore le faire autrement. Alors, comment on pourrait faire autrement ça? C'est pas une méthode que j'aime. Moi, je passe par les équations quand je fais ça, personnellement. Maintenant, si je devais être à votre niveau, vous n'aimez pas les équations, comment on pourra avoir un substitut?
Je réfléchis, est-ce que je peux pas le faire avec un tableau, tout bêtement. Je sais que voici, vous avez votre 100% qui est ici, vous avez votre 30% qui est là, et vous avez, pour les 30%, vous avez 66. D'accord? Sur 100% des personnes, 30% ce sont des filles. Donc quel est le nombre ici? Vous pouvez faire un produit en croix. Au passage, vous avez que 100%, c'est 1. Et vous savez que 30%, c'est comme si c'était 0,3. 60 fois 1 divisé par 0,3. Donc quand vous divisez par 0,3, vous divisez par 30%, donc vous multipliez par 100 sur 30 et vous allez retomber sur 200. C'est exactement ce que j'ai fait sous forme d'équation, à part que là je le fais sous forme d'un petit tableau. Il y en a peut-être qui préféreront cette façon de faire là. Pas de souci, ça marche, on peut le faire avec un tableau comme ça. Et est-ce que c'était tout? Est-ce que c'était tout? Attendez, j'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. Non, il y a encore une autre question. On rassemble tous les adhérents, donc les 520 adhérents, pour la fête du club. Et on tire le gros lot de la loterie. D'accord? Chaque membre a acheté un ticket. D'accord. Et un seul ticket. Quelle est la probabilité que le gagnant soit un garçon de la section judo? Ok. Bon, je vais passer ça. Je vais rajouter les informations que je connais, à savoir que dans le foot, il y en a 200 au total. Et donc, il y a 60 filles, il y a 140 garçons. Et je sais qu'il y a 520 personnes au total. Ça, je me le garde. Ça, c'est le total. Donc, il y a 520 tickets qui ont été achetés. On est d'accord? Ok. Donc, la probabilité que, on va appeler l'événement A, être un garçon de la section judo, je crois que c'était ça. J'aurais dit c'est. Quelle probabilité que le gagnant soit un garçon de la section judo? Bon, ben, je vite fait. Section judo, il y a 120 personnes au total, il y a 54 filles, donc des garçons, il y en a 66. J'ai rajouté 6, ça fait 60, je rajoute 60, ça fait 120. J'ai 66 garçons de la section judo sur les 520 tickets au total qui ont été achetés. Bon, maintenant, je vais essayer de réduire un petit peu ça. Ça, c'est pas divisible par 3. Par contre, c'est divisible par 2. Donc, c'est 33 sur 260. Et ça, c'est dans la table de 3, dans la table de 11. Et ça, c'est pas dans la table de 3. Est-ce que c'est dans la table de 11? Non, pourquoi? Parce que 220 est dans la table de 11 et 40 ne l'est pas. Et comme 220 plus 40, ça fait 260, ce qui n'est pas dans la table de 11. Donc ça, je ne peux pas le réduire plus que ça. Alors, pour ceux qui voudraient faire un arrondi, c'est pas demandé en plus. Non, quand on ne vous demande pas un arrondi, on voit absolument les valeurs exactes. Donc, il y a 33 chances sur 260 que ce soit un garçon de la section judo qui gagne à la loterie. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait combien? Et oui, vous allez me voir utiliser une calculatrice, ce qui est extrêmement rare. De temps en temps, ça arrive. Hein. 0,1269. 0,1269, c'est-à-dire 12,69% environ. Et c'est tout. Voilà, ça c'était le 41. On enchaîne, on va prendre le 42. Le 42, c'est une histoire de jetons et d'urnes. Et je vous dis, c'est toujours pareil. Hein. Soit vous avez des jetons avec des urnes, soit ça va être des pièces, soit ça va être des dés, mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est strictement la même chose. Hop, alors on va faire un petit peu de place.
Hop. Ah oui, ce que j'ai pas dit, moi je vous conseille énormément quand même de le faire à l'écrit. Si là, vous avez strictement rien fait, vous n'y êtes pas arrivé, l'exercice était trop chaud pour vous, ou alors tout simplement, vous êtes tout seul, vous ne savez pas comment attaquer le truc, vous n'avez pas fait. Non mais refaites-les les exercices à l'écrit. Prenez le temps de faire la correction. Si vous ne le faites pas là, en fait, si vous faites juste que regarder la vidéo, en fait, ça sert à rien. Hein. Vous mettez sur arrêt, fermez votre vidéo, fermez votre fenêtre, allez faire autre chose sur Internet, quoi. D'accord? Il faut bien comprendre. Hein. Là, à moins que vous ayez tout fait juste, très bien, vous pouvez juste vous permettre d'écouter, mais si vous avez du mal à faire vos exercices, à un moment donné, il faut les refaire. Hein. Il faudrait réécrire la correction. C'est comme ça qu'on bosse, quoi. Je vous le dis. Hein. Mais si vous êtes juste passif devant votre écran, ça sert strictement à rien. Et ce que je fais là, du coup, ne servira à rien. Un peu dommage. Alors on y va. On tire un jeton d'union. Ouais. Qui contient 40% de jetons verts, 10% de jetons. Ok. Alors j'ai 40% de vert. Ça c'est le 42. Donc 40% de vert. Ok. 10% de rouge. 50% de bleu. 40, 10 et 50, ça fait bien 100%. Ok. On note V l'événement, tirer un jeton vert. On note R l'événement, tirer un jeton rouge. On note B l'événement, tirer un jeton bleu. Vous voyez, on les nomme normalement à chaque fois les événements. Est-on en situation d'équiprobabilité, oui ou non? Alors, toujours pareil, toujours le même problème. Ça, ce sont des événements. D'accord? Moi, je vous le dis tout de suite, si je regarde la probabilité de tirer un jeton en particulier à chaque fois, je serai dans une situation d'équiprobabilité. C'est 100% sûr et certain. Et ça veut dire que tous les jetons devraient être discernables. C'est-à-dire que parmi tous les jetons verts, je pourrais distinguer ce jeton vert-là de celui-ci. Alors oui, je serai dans une situation d'équiprobabilité parce que j'ai autant de chances de piocher lui que de piocher lui que de piocher lui, etc. etc., etc. Voilà, maintenant, ce que l'on regarde nous ici, ce qu'on appelle ici événement, en fait, c'est un petit peu votre résultat de votre expérience aléatoire. Vous dites, tiens, est-ce que j'ai autant de chances en fait d'obtenir le vert que le rouge que le bleu? Et là, bien entendu, non. Mais du coup, ici, moi, je considère que pour moi, la question, elle est mal posée. Pourquoi? Parce que s'ils avaient dit, on considère les 3 issues possibles de l'expérience qui sont obtenir du vert, ou obtenir du rouge, ou obtenir du bleu, dans ce cas-là, je vous dirais oui, si on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité. Pourquoi? Parce que les issues n'ont pas la même chance de se réaliser, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on avait directement la probabilité des événements élémentaires constitués que de l'issue, j'obtiens du vert, que de l'issue, j'obtiens du rouge, ou que de l'issue, j'obtiens du bleu. D'accord? Ici, en fait, c'est une question de vocabulaire, moi, qui m'embête. Si on considère que ça, ce sont vos événements, si votre événement, c'est obtenir un jeton vert, et forcément, il est constitué d'issues qui sont au nombre de plusieurs et qui, elles, sont par contre toutes équiprobables. Mais l'événement, lui, forcément, il va avoir, et ça on le voit grâce au chiffre qu'on donne, on ne va pas avoir la même chance qu'il apparaisse. Alors, pour moi, question de vocabulaire ici, ça m'embête. Alors, je comprends que ce qu'on vous dire ici, on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité parce que l'issue avoir du vert, l'issue avoir du rouge, l'issue avoir du bleu, elles ont des probabilités qui sont différentes de se réaliser. Mais il aurait fallu le dire comme ça. Pour moi, hein, quand je dis ça, je me dis, je devrais dire, c'est pas on note V l'événement, non, c'est on considère 3 issues possibles, obtenir du vert, obtenir du rouge, obtenir du bleu. Et dans ce cas-là, je sais que je ne suis pas dans une situation d'équiprobabilité. Bon, du coup, c'est ce qu'ils veulent vous faire comprendre ici. Vous n'êtes pas dans une situation d'équiprobabilité. Étant suivant, non, très clairement. Et vous voyez, c'est tendancieux
les énoncés, si on ne fait pas gaffe au vocabulaire, c'est délicat, quoi. Pour moi, là, il y a une faute de vocabulaire. Alors peut-être qu'après, on va me dire, non, non, monsieur Kerner, vous avez tort. Moi, je me souviens très très bien des cours quand j'étais à la fac, des profs qui étaient très très à cheval sur le vocabulaire. Pour moi, là, l'exercice il est mal posé. En termes de vocabulaire, il y a une petite erreur. Mais bon, après, on comprend ce qu'on veut vous dire. Si vous n'êtes pas dans une situation d'équipe-probabilité, il n'y a pas de problème. Et si on considère cette linéaire-là. 2. Décrivez les événements V bar, R bar et P bar et donnez leur probabilité. Alors, rappelez-vous, quand vous avez une barre au-dessus de votre lettre, c'est que vous prenez le contraire de votre événement. L'événement contraire de j'obtiens du vert, c'est quoi? C'est j'obtiens du rouge ou du bleu. C'est ça l'événement contraire. Alors je vous redonne la définition de ce que c'est un événement contraire. C'est un événement qui est constitué de toutes les issues qui ne réalisent pas l'événement que vous avez considéré au départ. L'événement de départ, c'est j'obtiens du vert. Toutes les autres issues possibles, c'est j'obtiens du rouge, j'obtiens du bleu. D'accord? Et donc forcément, si je veux donner la probabilité de V bar, vous savez qu'on a une formule dans le cours, et la formule, c'est la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement de départ. Et donc ici, si la probabilité d'avoir du vert, c'était 40%, donc 0,4, la probabilité d'avoir le contraire de j'obtiens du vert, c'est 60%, c'est-à-dire 0,6. D'accord? Alors l'autre, je vous le fais à l'oral. C'est quoi le contraire d'avoir du rouge? C'est obtenir du vert ou du bleu. C'est quoi le contraire de l'événement obtenir du bleu? C'est obtenir du vert ou du rouge. Quelles sont les probabilités qui sont associées? Bon, là, j'espère que vous avez tous compris. La probabilité de ne pas avoir de rouge, on pourrait dire comme ça aussi, ne pas avoir de rouge, donc avoir du bleu ou du vert, c'est 90%. Parce que c'est 1 moins les 10%, donc les 0,1, et donc ça fait 0,9, donc 90%. Et la dernière, la probabilité de ne pas avoir de bleu, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir du vert ou du rouge, ça va être 50%. J'ai 50% là, donc forcément j'ai 50% pour le reste. Tout simplement. Calculer P de B bar, P de R bar et plus P de V bar. Que remarquez-vous? On va les faire. Qu'est-ce qui se passe si on fait P de V bar plus, P de R bar plus P de B bar? 0,6 plus 0,5 plus 0,9. Bon, je vous le dis tout de suite, ça fait 1,4, ça fait 2. Bon, maintenant on se pose des questions. Est-ce qu'une probabilité, quand on fait le calcul de probabilité, quand on obtient un truc qui est supérieur à n, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Là, il y a un gros problème. J'ai 2 là. Il y a un problème quelque part. Ok, c'est justement pour ça qu'on vous dit, tiens, que remarquez-vous? Le résultat obtenu peut-il correspondre à la probabilité d'un événement et pourquoi? Non, on sait très bien que les probabilités, c'est toujours compris entre 0 et 1. Si c'est supérieur à 1, c'est qu'on s'est planté quelque part. D'accord? Donc faire ce calcul-là n'a pas de sens. D'accord? Parce que toute probabilité est comprise entre 0 et 1. Inclus, ça peut être 0, ça peut être 1 aussi. Mais inférieur à 0, c'est pas possible. Supérieur à 1, c'est pas possible. Donc ce truc-là n'a pas de sens. Monsieur, pourquoi en fait c'est plus grand que 1 au final? Faites attention, allez. J'ai la probabilité de ne pas avoir du vert, c'est avoir du rouge ou du bleu. Regardez, la probabilité de ne pas avoir de rouge, c'est avoir du bleu ou du vert. Et vous voyez que là, on compte 2 fois en fait les bleus. Et là, quand on ne veut pas avoir de bleu, on a du rouge ou du vert. Et du coup, on compte encore une fois le vert qu'on a là et le rouge qu'on a là. Donc on n'arrête pas d'additionner les mêmes probabilités à chaque fois. C'est pour ça que vous avez quelque chose qui est plus grand que 1. Et au passage, en fait, je pourrais vous le démontrer autrement. La probabilité de ne pas avoir de vert, c'est la probabilité d'avoir, on peut le faire comme ça, la probabilité de ne pas avoir de vert, c'est la probabilité d'avoir du rouge, plus la probabilité d'avoir du bleu. La probabilité de ne pas avoir du rouge, c'est la probabilité d'avoir du bleu, plus la probabilité d'avoir du vert. J'ai mon écran qui s'est éteint.
Et la probabilité de ne pas avoir de bleu, c'est la probabilité d'avoir de rouge plus la probabilité d'avoir du vert. P de rouge plus P de bleu plus P de vert, ça fait 1. P de bleu plus P de rouge plus P de vert, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Ça vient de là. C'est pour ça, en fait, vous comptabilisez 2 fois la somme de toutes les probas. Et forcément, ça n'a pas de sens. Et c'était tout. C'était tout pour celui-ci. Non, il n'y a pas de question 4. Je regarde. Non, il n'y a pas de question 4. Hop là. Le 44. 44 qui est un exercice de brevet. Alors, c'est ça. Hop là. Alors, le 44. Pendant le remplissage d'une écluse, Jules et Paul, à bord de leur péniche, patientent en jouant aux dés. Ces dés sont équilibrés. Bon, ça c'est cool. Équilibrés veut dire qu'ils ne sont pas truqués. L'idée c'est ça. On suppose que c'est des dés cubiques. Hein. Ils l'ont pas dit. C'est des dés cubiques. J'aurais dû le préciser. Lors du lancer d'un dé, la probabilité d'obtenir un 1 est-elle la même que celle d'obtenir un 5? Expliquez. Bah ouais. Attendez. Vous avez un dé qui est équilibré. Donc non truqué. On est dans une situation d'équiprobabilité. C'est-à-dire que la probabilité d'obtenir 1, elle est égale à la probabilité d'obtenir 2, est égale à la probabilité d'obtenir 6. Et ça, c'est un sixième au passage. Parce que c'est pour un dé. Donc voilà, moi je mettrai ça comme explication. Assez court, mais en même temps, vous dites tout. Vous dites équilibré, donc non truqué. Donc vous êtes dans une situation d'équiprobabilité. Et vous précisez que toutes les probabilités de chaque événement élémentaire, c'est bien les mêmes. Le 2. Bon, ça, c'est une question classique. Le 2. Jules lance en même temps un dé rouge et un dé jaune. Ça, j'aime beaucoup. On précise bien la couleur des dés. C'est-à-dire qu'on peut avoir un 2 rouge ou un 2 jaune. Donc, on peut distinguer les deux. Il peut par exemple obtenir un 3 avec le dé rouge, un 4 avec le dé jaune. C'est l'une des issues possibles. Vous avez vu que ici, les issues, ça va être quoi? Ça va être un couple de données. D'accord? Et attention, ces couples-là sont différents. Monsieur, on obtient bien un 2, un 3 au final. Ouais, mais là, c'est un 2 rouge, un 3 jaune. Là, c'est un 3 rouge, un 2 jaune. D'accord? Donc ici, l'ordre va compter. Ça peut être important. Expliquer pourquoi le nombre d'issues possibles est de 36 lorsqu'il lance les 2 dés. Alors là, il y a une façon très simple de le faire. Vous pouvez faire soit avec un arbre, méga pénible à représenter, soit vous faites avec un tableau. Comme ça. Là, vous marquez le dé rouge. Là, vous marquez le dé jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, vous avez votre tableau là. Votre grille, si vous voulez. Comme ça. Hop, 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 et hop. Et vous avez quoi? Vous avez 1, 2, 1, 3, 1, 4. Bon, j'espère que vous avez compris le système. 36 cases. Donc
36 issues possibles. Tout bêtement. Et c'est tout pour la question 2. Question 3, Jules propose à Paul de jouer avec ses 2 dés, un jaune et un rouge. Ouais, attendez, j'ai la suite de la question en bas. Ah ouais, parce que c'est long. Oh, j'avais pas vu que c'était aussi long. Il explique la règle. Alors, le gagnant est le premier à dépasser un total de 1000 points. Je vais mettre mes règles là, 1000 points. Il faut les dépasser. Hein. Si, lors d'un lancer, un joueur fait 2, 1, ouais, c'est-à-dire une paire de 1, il remporte 1000 points. Ok, donc il a gagné. Mais non, il n'a pas gagné, il faut faire plus de 1000 points. Donc le mec, il est proche de gagner. Ok. S'il obtient une paire de 2, s'il obtient une paire de 2, il obtient 100 fois la valeur du 2. Voilà, 200. Ok. De même, si un joueur obtient une paire de 3, de 4, de 5, de 6, il obtient 100 fois la valeur du dé. Donc, ok, d'accord. Donc, en fait, c'est un jeu où il faut faire que des paires. D'accord. Ok. Ah, mais c'est pas fini. Si un joueur obtient un résultat autre qu'une paire, il obtient 50 points. Ok. Donc, le reste des possibilités, c'est 50 points. Ok. On dit que Paul, il a déjà fait 2 lancers, il est à 650 points. Paul, 2 lancers, 650 points. Il a 650 puntos, le monsieur. D'accord? Quelle est la probabilité qu'il gagne la partie à son 3e lancer? Bon, ok. Ok. Je vais faire un petit peu de place sur l'eau. Je vais absolument garder mon tableau là. Vous savez quoi, même ce tableau, bon, moi j'ai le temps, hein, donc je vais le compléter. Monsieur, c'est super pénible. Oh que oui. Mais il faut que j'en complète au moins une partie. Un peu comme ça. En fait, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Hop. Ok. Bon. Pour qu'il gagne sa partie, on a dit qu'il fallait qu'il fasse plus de 1000 points. Ouais. Le premier a dépassé un total de 1000 points. Donc le gars, il faut qu'il fasse 1001 points pour gagner. Donc tous ceux qui sont bien, il faut qu'ils fassent 350 points pour gagner, mais ils ont tort. Il ne faut pas faire 350 points pour gagner. Il faut faire 351 points. Est-ce qu'on peut faire 351 points? Est-ce que c'est possible ça? Non. D'accord, là il faut faire 351 points minimum. Eh, mais j'ai un problème là. Je ne peux pas faire 350 points, ça ne marche pas. Donc 351 points. Sachant qu'il faut le faire en un lancer. Ben, vous regardez, les paires de 2, on s'en fiche. Toutes les autres possibilités, ça ne marche pas. Donc il faut commencer à partir de la paire de 3. La paire de 3 nous fait gagner, parce que 400 points. Donc vous avez la paire de 3, donc vous avez une possibilité. La paire de 4, une autre possibilité. La paire de 5, une autre possibilité. Et évidemment la paire de 6 et la paire de 1. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que 5 possibilités. Nous font gagner. Ouais, mais 5 possibilités sur combien? Sur 36. Donc, si j'appelle A
C'est Paul, ouais. L'événement Paul gagne à son troisième lancé. Ben, la probabilité que Paul gagne à son troisième lancé, elle est de 5 chances sur 36. Ça fait combien ça? Je sais pas. 5 sur 36, on doit être dans les 13 à 14%. Entre 13 et 14. Je dirais 13,6 là, comme ça à peu près. Alors, voyons voir si j'ai. Ah, 13,88% précisément. C'est pas 13,6, c'est 13,88 à peu près. Alors, ça fait à peu près ça. Et c'est tout. Je crois que c'est tout qui a probabilité qui gagne la partie à son troisième lancé. Ouais, c'était ça. Donc là, ce qui était méga pénible, c'était de se dire, lire tous les lancers, se dire, bon, attendez, on commence à noter toutes les informations et au final, se dire, ben, des informations, il y en a qui ne nous intéressent pas. Ça ne nous intéressait pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai mis 400? 300 là. Ah oui, mais attendez, ça change tout là. Excusez-moi, le 3 du coup on ne le prend pas là. Je l'ai pris parce que j'ai mis 400 points là-bas, mais c'est faux. Non, ce qui m'intéresse, c'est que le 1, le 4, le 5 et le 6, donc je n'ai que 4. Excusez-moi, j'en ai que 4 qui m'intéressent. Donc j'en ai 4 sur 36. Et 4 sur 36, ça ne fait pas ça. Hein. Ça, déjà, on peut le simplifier, c'est 1/9. Et 1/9, c'est environ 11,11%. À peu près. Voilà, là ça c'est mieux. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 3, j'ai marqué 400 au lieu de 300, alors que non, c'était bien le. Ah, c'est bien ça, hein. Du coup, j'ai super peur de m'être trompé. Non, on était 100 fois la valeur du dé, donc pour là, c'est bien 300, c'est bien 400. Ok, là, je me suis pas trompé. Voilà. Donc faites gaffe, vous voyez, ça peut aller tellement vite, les erreurs, là, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite quand j'ai noté, une toute petite erreur de notation, et ça peut vous faire un résultat. Donc on se relit et on vérifie à chaque fois si le résultat paraît cohérent. Moi, quand j'ai relu, je me suis dit, oula, il y a un problème. Puis même le résultat me paraissait pas joli, quoi. Bon, voilà. Et c'était tout pour cet exercice-là. Donc là, on a fait le 44, il nous en reste 2. Il nous reste le 45, il nous reste le 46. Alors, voyons voir un petit peu ce que c'était pour les deux derniers. Le 45, c'était encore un exercice de brevet. Je vais effacer ça donc. Attendez, est-ce que c'est avec des couples de dés? Ah non, c'est celui avec les chemises. Oui. Ah, oui. Oui. Celui-là, je m'en souviens parce que je crois que c'était il y a 6 ans, je pense que c'était le premier brevet que j'ai corrigé. C'était le tout premier. Soit c'est celui-là, soit c'est celui de 2016, le premier que je corrige. Je ne sais plus, on est en 2021. Bon, c'était il y a 6 ans. Non, normalement, c'était bien la première année où je suis arrivé au collège. C'est pour ça qu'il me dit quelque chose, cet exercice. Alors, on y va. Vous avez 3 chemises, jaune, bleu et vert. Ok. Et on a 2 shorts. Ouais. Un vert et un jaune. Bon, d'accord. En choisissant au hasard ses vêtements, quelle est la probabilité qu'il soit habillé en vert? Ok. Alors ça, ce qu'on appelle un tirage à 2 épreuves. Allez, on va le faire une première fois. On va faire la chemise d'abord. Qu'est-ce que vous tirez au hasard? Soit vous avez du jaune, soit vous avez du bleu, soit vous avez du vert. Et puis après, vous allez choisir quoi? Au hasard, toujours pareil, parce qu'il prendra au pif. Oui, il ne va pas prendre 2 chemises au pif.
faut se dire qu'il y a un tiroir avec les chemises, un tiroir avec les shorts. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a les shorts. Ben, soit il a vert, jaune, vert, jaune, vert, jaune. D'accord? Et là, vous voyez tout de suite combien vous avez d'issues au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 chemins possibles, donc vous avez 6 issues au total, qui sont toutes équiprobables. 6 issues. Vous marquez qu'elles sont équiprobables. D'accord? Donc, quelle est la probabilité qu'il s'habille en vert? La probabilité que habillé en vert, 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 vous n'avez qu'une seule chance parmi les 6 possibles. Ouais, mais monsieur, moi j'ai pas fait comme ça. Moi j'ai mis en premier les shorts, puis j'ai mis les chemises. Ça revient au même. Hein. Tu as que 2 possibilités au départ, mais sur tes 2 branches, tu vas avoir 3 branches qui correspondent à la couleur de la chemise. Donc tu auras bien 6 issues au total. Tu peux faire un arbre dans les deux sens, soit dans le sens chemise short, soit dans le sens short chemise. Et ça va te donner quand même le même résultat, c'est pas un problème. C'est une autre façon de le modéliser, mais c'est pareil. Et c'est tout. C'est sérieux, hein, c'était vraiment que ça l'exercice. Par contre, il fallait absolument faire un arbre. D'accord? Ça, c'était attendu. On pouvait peut-être le faire autrement, mais moi, c'est ce qui me semble le plus évident. Et surtout ça, il faut le marquer. D'accord? Qu'elles soient équiprobables, les issues, il faut le marquer. Non, alors moi, j'ai mis avec l'événement ici, vous auriez très bien pu mettre A, 2 points, être habillé en vert complètement. P2A égale un sixième. Vous auriez pu marquer que la probabilité de votre événement, c'est quoi? C'est le nombre d'issues qui réalisent l'événement divisé par le nombre d'issues au total. Alors on n'attend pas forcément qu'on donne cette formule. Si on voit que vous savez l'appliquer, que vous avez fait le schéma avec l'arbre, il n'y a peut-être pas besoin de marquer la formule du cours, quoi. D'accord? Mais moi, vous me marquez ça le jour du brevet, la personne qui mettait tous les points, il n'y a pas de problème. Je vois qu'elle a compris. D'accord. Donc voilà. Donc le 45, méga facile. Il nous reste le dernier. Le dernier, c'est le 46. Hop. Ouais. Alors 46 qui se divise en 3 questions. Un sac, comme d'hab. C'est pas des jetons cette fois-ci, c'est des boules rouges et bleues et compagnie. Mais c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil, quoi. Toujours les mêmes, manque d'imagination. Alors, on y va. 10 boules rouges et 6 boules noires, alors on y va. J'ai 10 boules rouges, 6 boules noires, j'ai 4 boules jaunes. On vous précise qu'elles sont indiscernables au toucher. Alors ça, c'est super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans votre sac. Dans votre sac, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas voir la couleur des boules. Et quand vous devez aller piocher votre boule, comme vous ne pouvez pas les reconnaître au toucher, eh bien, ça veut dire que forcément, on tire vraiment au hasard. Ça veut dire que j'ai autant de chances de tirer chacune des boules. D'accord? C'est-à-dire que si je pouvais discerner, entre guillemets, c'est-à-dire que sur les boules, en plus, il y a marqué un numéro. On imagine ça. D'accord? Et donc, les 4 boules jaunes, je pourrais les différencier. Je pourrais différencier les 6 boules noires, et je pourrais différencier les 10 boules rouges. Dans ce cas-là, je serais bien dans une situation d'équiprobabilité. D'accord? Et ça va être important. Pourquoi? Parce que quand on dit calculer la probabilité que cette boule rouge, que cette boule soit rouge, la probabilité qu'elle soit noire, la probabilité qu'elle soit jaune. Bah, vous avez combien de boules au total? 6 et 4, 10 et 10, 20. D'accord? Vous avez 20 boules au total.
Donc la probabilité d'obtenir une boule rouge, ça va être le nombre d'issues qui constitue l'événement avoir une boule rouge divisé par le nombre d'issues au total. La probabilité d'avoir une noire et la probabilité d'avoir une jaune, c'est pareil, hein. La noire, ça va être donc 6 sur 20, et la jaune, ça va être 4 sur 2. Un demi, je divise par 2, ça fait 3 dixièmes. Je divise par 4, ça fait 1 cinquième. Ça, c'est la question 1. Hein. Question 2. Calculer la somme des deux probabilités trouvées. Ouh, je suis allé trop vite. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, mais c'est pas ce qu'on me demande. Ouais. Moi, on me demande la probabilité obtenir jaune ou noir. Vous voyez, c'est ce truc-là qui est important, là, c'est le ou ici. Donc en fait, la probabilité d'obtenir jaune ou noir, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la probabilité d'obtenir jaune plus la probabilité d'obtenir noir pour le coup. Monsieur, pourquoi vous écrivez ça? Parce que je sais que ces deux événements-là, ils sont incompatibles. Si j'obtiens du jaune, je ne peux pas obtenir du noir. Si j'obtiens du noir, je ne peux pas obtenir du jaune. D'accord? Donc je sais que c'est ces deux-là qui composent complètement lui, là, donc je sais que je vais avoir une égalité. Alors, si jamais ça vous pose souci, vous vous dites, si j'obtiens du jaune ou du noir, c'est quoi le contraire? Vous pouvez passer par les probabilités contraires si vous voulez. Alors, allez. Je le fais d'abord comme ça. Donc ici, ça va être 1 cinquième plus 3 dixièmes. Il y a plusieurs façons de le concevoir, cet exercice. Je mets tout sur 10, ça fait 2 dixièmes, ça fait 5 dixièmes, ça fait un demi. Ce qui est normal, le passage, à cause de lui. Là. Soit vous pouvez vous dire, attendez, la probabilité d'obtenir jaune ou noir, P de A, plus P de A bar, je sais que ça fait 1, ça c'est une formule de cours. Donc P de A, c'est 1 moins P de A bar. Et qu'est-ce que votre P de A bar? C'est quoi A bar? C'est quoi le contraire d'obtenir jaune ou noir? C'est d'obtenir que la dernière couleur que j'ai, c'est-à-dire d'obtenir du rouge. Et la probabilité d'obtenir du rouge, c'est du 1,5. Exactement le résultat que j'ai trouvé là. Ou sinon, vous dites, je vais compter le nombre de boules que j'ai. J'ai 6 noirs, j'ai 4 jaunes. Donc j'ai 10 issues au total, donc 10 sur 20, donc 1,5. Il y a 3 façons de trouver la réponse. Et on nous dit, calculer le résultat était-il prévisible? Oui, on vous dit, donc ça c'est la question 2. La question, la fin de la question 2, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais P de rouge plus P de A? Je sais que ça va faire 1. Pourquoi? Donc on demande d'additionner la probabilité d'obtenir une rouge et la probabilité d'obtenir une noire ou une jaune. Donc on sait que la probabilité d'obtenir une noire ou une jaune, c'est la probabilité de la jaune plus la probabilité de la noire. Alors si je commence à faire P de R plus P de J plus P de N, c'est ça en fait. On nous dit, est-ce que c'est prévisible d'avoir P de rouge plus P de jaune plus P de noir est égal à 1? Est-ce que ça c'est prévisible? Évidemment que c'est prévisible. C'est la somme des probas de tous mes événements là. Ils sont tous incompatibles. C'est forcé que ça fasse 1, je ne peux pas faire autre chose, quoi. Donc ouais, ça c'était entièrement possible. Alors, si je devais le dire autrement, plus mathématique, je dirais quoi? Je dirais que ça, c'est mes 3 événements qui sont incompatibles. Ils font tout, comment je pourrais dire ça? Alors, voilà. Si je veux bien le dire, je vais dire que j'ai que 3 issues possibles dans mon expérience aléatoire si je considère que je ne m'intéresse
qu'à la couleur que j'obtiens dans mon expérience. Je fais mon expérience, mon résultat d'expérience, c'est je regarde la couleur de la boule. D'accord? Si je suis dans cette expérience-là, premièrement, je ne suis pas dans une situation d'équiprobabilité. J'ai que 3 issues possibles qui sont obtenir du rouge, obtenir du noir, obtenir du jaune. Et la somme des probabilités des événements élémentaires, elle est égale à 1. Et j'ai 3 événements élémentaires. Je fais la somme des probabilités des événements élémentaires, ça fait bien 1. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour calculer quand même la probabilité de votre événement élémentaire, vous avez dû passer par, normalement c'est ça qu'on fait, une autre modélisation d'univers, celle que j'ai très souvent en tête, où je me dis, je vais m'intéresser à chaque boule en particulier, en imaginant que je pourrais les numéroter. Dans ce cas-là, chacune des boules a la même chance de se rallier, parce que là, mon issue, ce serait, j'obtiens une boule jaune que j'ai notée 1, j'obtiens ma deuxième boule jaune que j'ai notée 2, etc., etc. Donc en fait, je peux toutes les discerner, et dans ce cas-là, j'ai une chance sur 20 d'obtenir une boule jaune en particulier, une chance sur 20 d'obtenir une deuxième boule jaune en particulier, et j'ai une chance sur 20 pour obtenir n'importe quelle boule là en particulier. Situation d'équiprobabilité, pour obtenir la probabilité du jaune, j'ai 4 sur 20, donc 1 cinquième, et c'est ce que j'ai obtenu là, etc., etc. Là, c'est une différence de modèle. C'est le genre de truc qui n'est pas évident à comprendre. Et même pour moi, si je ne fais pas attention, je m'y perds dans ça. Vraiment, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, et puis la 3, la question 3, qui est la dernière. Alors vous vous inquiétez pas, on ne va jamais vous embêter avec ces questions que je me pose moi, à chaque fois, me dire quel univers je dois considérer. Non, on vous la mettra avec ça quand vous serez peut-être au lycée, oui, mais au collège, au brevet, non. Maintenant après, ouais, je préfère en parler parce que pour les gens, parfois ils considèrent que la proba c'est un petit peu de la bidouille. Hein, qu'on prend que ce qui nous intéresse, mais pas tellement. Il faut juste bien donner le cadre au départ. Si on donne bien le cadre au départ, il n'y a pas de problème. Revoir les exemples que j'avais donnés dans le cours avec la somme des 2D, ou alors regarder les chiffres des faces qu'on a avec les 2D. Soit on s'intéresse aux faces qu'on obtient, dans ce cas-là on a des couples, situations d'équiprobabilité, soit je m'intéresse à la somme des 2D, ça c'est mon résultat d'expérience qui est mon issue, et dans ce cas-là je ne suis pas dans une situation d'équiprobabilité. Mais pour calculer les probas de cette situation-là, je me sers du modèle d'équiprobabilité à la base. C'est ça qui n'est pas évident à comprendre, juste ça. La dernière question, la 3. Je vais faire un petit peu de place parce que je n'ai pas assez de place. Je vais utiliser cette partie-là du tableau, tout bêtement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette question 3? On nous dit, on ajoute dans ce sac des boules bleues. Ah, ah, le fameux A de Denis Brognard. J'en ai 20 au total ici, mais je rajoute des bleus. Mais on ne me dit pas combien. Ah, on tire une boule au hasard, d'accord, très bien. Sachant que la probabilité de tirer une boule bleue est égale à 1 cinquième. Ah ça, ok, d'accord. J'ai P de obtenir une bleue, c'est 1 cinquième. Ouais. Calculer le nombre de boules bleues. Rigolo, ça. Alors on fait comment? Ben, vous savez quoi? Vous savez que la probabilité d'obtenir une boule bleue, qu'est-ce que c'est? Ben, normalement, c'est le nombre d'issues qui réalisent l'événement, c'est-à-dire le nombre de boules bleues, divisé par quoi? Divisé par le nombre total de boules. Ok? Monsieur, on a un problème là. On ne connaît pas le nombre de boules bleues. C'est vrai, c'est ce qu'on recherche. Mais on ne connaît pas non plus là, le nombre total de boules. Bah ouais, on sait qu'il y en a 20 qui sont rouges, noires, jaunes. Mais comme on ne connaît pas le nombre de boules bleues, on ne peut pas connaître le nombre de boules totales. Ouais. Ah, monsieur, on est bloqué là, on ne peut rien faire. Parce que d'habitude, parce que si j'avais eu un des deux là, ben je sais que le résultat ça fait 1 cinquième, j'ai quelque chose qui est égal à une fraction, je connais un des dénominateurs ou numérateurs, je faisais un produit en croix et c'était fini, on n'en parlait plus. Mais pas là. Alors on fait comment? Alors, évidemment, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, regardez bien.
Lui, je vais l'appeler X. Ouais, mais monsieur, lui, on ne le connaît pas non plus, alors on va l'appeler Y. Non, on ne va pas l'appeler Y. Vous pouvez me donner le nombre total de boules en fonction de X. Ouais, vous savez qu'il y a 20 boules qui sont rouges, noires, jaunes, plus mes X boules bleues. Et vous voyez, en fait, P de B, vous le connaissez, c'est un cinquième. Et en fait, il faut résoudre cette équation-là. Monsieur, c'est trop chaud, c'est trop dur, on n'y arrive pas. Ça, franchement, il y a des équations avec des fractions, c'est méga tendu. Non, monsieur, on ne peut pas. Allez, je vous donne un petit indice. Vous allez vous servir d'une notion de... Une notion de qui? Des sixièmes. Et ouais, la fameuse notion des sixièmes. C'était le chapitre que j'ai fait avec eux. Il y a un chapitre, je l'ai fait. Ouais. Vous avez une fraction là. Vous avez une fraction là. Vous avez une égalité de fractions. Mes sixièmes, je leur ai dit un truc, je vous ai dit à vous aussi également, quand vous étiez en sixième. Quand vous avez une égalité entre deux fractions, vous avez un truc qui marche très bien, c'est les produits diagonaux. Vous avez égalité des produits diagonaux. Je vous donne un petit exemple. Si vous avez 3 dixièmes et que je vous dis que ce truc-là, c'est égal à, je ne sais pas moi, 12 quarantièmes, ouais, monsieur, on fait x4, on fait x4. Oui, si tu veux. Là, ça va être compliqué. Tu fais, oh, si on pourrait le faire en plus. Tu fais fois x et tu fais fois x, donc tu as 5x qui est égal à 20 plus x. Tu pourrais le faire comme ça. Et sinon, moi, je leur dis à mes dixièmes, si vous faites 10 fois 12, vous voyez, diagonaux, vous faites ça, 10 fois 12. Et si vous faites ça, 3 fois 40, si vous obtenez le même nombre, alors forcément, vos fractions sont égales. Réciproquement, si vos fractions sont égales, alors les produits diagonaux doivent être égaux. Ou c'est moche ça, doivent être, non, doivent être égaux, pardon. Alors on y va, on le fait. Ici, j'ai 1 fois 20 plus x. Évidemment, on met la parenthèse, qui doit être égal au deuxième produit diagonal, 5 fois x. Ça revient à la même chose que de dire que je multiplie par x et je multiplie par x. Du coup, ça fait que 5x doit être égal à 20 plus x, ce que je fais ici. Bon, ben ça, c'est une équation. J'espère que vous en souvenez, c'est quand même assez simple, c'est des rappels de quatrième. Je vais mettre tous les x du même côté. Donc, j'enlève le x qui est là. Si j'enlève le x qui est là, il faut que j'enlève aussi de ce côté-là. 5x moins x, ça fait 4x. Bon, mais quand est-ce que 4x est égal à 20 quand x est égal à 5? Monsieur, vous avez fait comment? Ben, j'ai 4 fois x, je vais enlever le fois 4, donc je vais diviser par 4. Donc le 20, je le divise par 4 et ça fait 5. D'accord? Donc, il y a 5 boules bleues. Oh l'accord avec les couleurs, je ne le sais jamais. Madame Lemel ne va pas être contente. Je crois que ça s'est écrit comme ça. Il faudrait que je revoie la règle. Et voilà, est-ce que c'était ma question pour les boules bleues? Oui, calculer le nombre de boules bleues, ben voilà, ben il y en a 5. On peut vérifier si ça marche? Ça ferait 25 boules au total, j'ai 5 boules bleues et 5 sur 25, ça fait bien 25e. Donc on est bien, on est bon. Celle-là de question, elle était bien. C'est quelque chose de très classique de faire des trucs comme ça. Je vous le dis tout de suite, au lycée, ça, vous allez en voir plein. De toute façon, qu'on refera des résolutions d'équations en fin de semestre, ça, on va en voir. C'est vraiment le truc classique qu'il faut connaître. Et ça, niveau quatrième, c'est me le faire, parce que c'est vraiment pas très compliqué. Mais il faut se rappeler de cette... Il faut déjà avoir vu le cas une fois, et se rappeler de la règle de sixième pour le cas où, si on a des difficultés. Voilà, voilà. C'est tout. Ouais, parce que j'ai fait mon 46 et je viens de faire l'intégralité des exercices. Bon, vous voyez, c'était un petit peu long quand même. Monsieur, on n'a pas envie de tout refaire parce que ça va être trop long. Oui, c'est vrai que ça va être long. Maintenant, soyez malins, ne refaites pas tout dans la même journée. Je sais pas moi, un jour, vous en faites 2. 2 jours plus tard, vous en faites 2. Bon, ben, si vous en faites 2 tous les 2 jours, ça fait combien? J'avais combien? 3, 6, 8, voilà, en 8 jours, vous avez refait vos exercices en y allant tranquillement. Puis il y en a, c'était une question qui était toute simple à chaque fois. Donc,
revoyez-les, essayez de les refaire. C'est important parce que si ça tombe sur les probas le jour du brevet, et a priori ça devrait tomber, l'exercice de proba, c'est vraiment des points qui sont gagnés facilement normalement, quoi. Moi, je le dis tous les ans, vous voyez un exercice avec écrit proba au brevet, foncez, c'est là où vous allez prendre des points. Bon, voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Pronote, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Allez, bon courage et à bientôt.